Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Le soleil matinal déversait un or liquide sur les vastes champs de la ferme Eldorado, une propriété aussi opulente que son propriétaire, Eduardo Montero. C'était un homme façonné par l'arrogance, un millionnaire dont les caprices étaient des lois et dont les désirs se matérialisaient aussi rapidement qu'ils étaient reconçus. Ses pas étaient fermes, écho de l'autorité qu'il exerçait sur tout et tous ceux qui croisaient son chemin. La ferme, avec ses granges imposantes et ses clôtures alignées, avec une précision militaire, était un testament de son pouvoir et de sa richesse, un empire construit sur l'ostentation et une volonté de faire qui ne connaissait ni limite ni objection. Chaque animal y était trié sur le volet, une pièce de plus dans sa collection de trophées vivants, reflet de son propre ego démesuré. Ce matin-là en particulier, un nouveau trophée était arrivé, un cheval noir comme la nuit la plus profonde, dont les muscles se mouvaient sous la peau lustrée comme des vagues sur une mer tempétueuse. On l'appela Tormenta, et ce nom était un présage de sa nature. Ses yeux, deux braises sauvages, étincelaient d'une intelligence indomptable et d'un ressentiment palpable. Ce n'était pas seulement un animal, c'était une force de la nature, une personnification de la liberté qui refusait d'être subjuguée. Eduardo l'observait de loin, un sourire de défi commençant à se former sur ses lèvres, voyant dans l'animal non pas une créature à respecter, mais un nouvel obstacle à écraser par sa volonté. Les meilleurs dresseurs de la région furent convoqués, des hommes dont la réputation les précédait, dont les mains calleuses avaient adouci les esprits les plus rebelles. Un par un, ils entrèrent dans l'arène, confiants, pour en ressortir quelques minutes plus tard, couverts de poussière et la dignité égratignée. Joaquin Vega, dont le nom était murmuré avec révérence dans les cercles équestres, tenta sa chance. Il s'approcha avec la prudence d'un prédateur expérimenté, mais Tormenta n'était pas une proie ordinaire. Le cheval se cabra, hennit un défi guttural et tourna avec une agilité surprenante, repoussant toute tentative d'approche, ne permettant même pas à la selle de toucher son dos. La frustration de Vega était visible, une ombre sur son visage, habituellement serein. Dans le regard de Tormenta, il y avait plus qu'une simple rébellion. Il y avait une douleur ancienne, un souvenir de cruauté qui semblait avoir gravé dans son âme une méfiance profonde envers les êtres humains. Peut-être des chaînes avaient-elles marqué sa peau, ou le fouet lui avait-il enseigné des leçons de peur qu'il transformait maintenant en fureur. Chaque tentative de domination était accueillie par une résistance féroce, comme si le cheval revivait des traumatismes passés, luttant non seulement pour sa liberté présente, mais contre les fantômes d'une souffrance antérieure. C'était une barrière invisible, mais infranchissable, érigée par l'instinct d'autopréservation, alimentée par des souvenirs que personne là ne parvenait à déchiffrer complètement. Eduardo Montero, cependant, n'était pas homme à reconnaître les nuances émotionnelles chez les animaux, encore moins à ressentir de l'empathie. Sa frustration grandissait à chaque échec des dresseurs, se transformant en une colère froide et calculatrice. Pour lui, Tormenta était un affront personnel, un défi à son autorité. S'il ne pouvait être dompté, alors il servirait un autre dessein, celui de son divertissement sadique. Ainsi, dans un geste de pure arrogance, il lança un pari public, sa voix résonnant dans la cour de la ferme, 50 000 $ à celui qui parviendrait à monter Tormenta pendant 3 misérables minutes sans être jeté à terre. Une condition cruelle scellait le destin de l'animal. Si personne n'y parvenait en 30 jours, Tormenta serait sacrifié. La nouvelle du pari se répandit comme une traînée de poudre, attirant des cavaliers de tous horizons, certains expérimentés, d'autres simplement ambitieux, tous affamés par le prix et la gloire. Le corral d'Eldorado devint une scène de spectacle quotidien, où l'espoir se transformait rapidement en humiliation. Chaque tentative était un nouvel épisode de la comédie tragique orchestrée par Eduardo, qui assistait
À tout depuis sa véranda, un sourire moqueur aux lèvres, savourant chaque chute, chaque expression de douleur et de défaite des concurrents. Les jours passaient, et la liste des ratés s'allongeait, tandis que Tormenta restait invaincu, sa légende grandissant avec le désespoir silencieux de ceux qui craignaient pour sa vie. Le délai de 30 jours s'évanouissait comme du sable entre les doigts. L'ombre du sacrifice planait de plus en plus dense sur Tormenta, dont l'esprit indomptable semblait se résigner à un destin cruel. C'est alors, au crépuscule de l'avant-dernier jour, qu'une silhouette improbable apparut aux portes de la ferme. C'était Miguel, un garçon des rues d'à peine 12 ans, dont les vêtements élimés et les pieds nus contrastaient violemment avec l'opulence du lieu. Ses yeux, cependant, portaient une détermination surprenante, une étincelle d'espoir au milieu de la pauvreté qui l'enveloppait. Il marcha avec une confiance qui ne correspondait pas à son apparence, demandant à tenter sa chance avec le cheval. Eduardo Montero, en voyant le garçon, éclata d'un rire sonore. L'idée qu'un enfant déguenillé tente là où des hommes faits avaient échoué était, pour lui, le comble du ridicule et une opportunité de divertissement encore plus grande. Il accepta, mais non sans imposer sa cruauté caractéristique. « Très bien, petit vagabond, » dit Eduardo avec un mépris évident. « Mais si tu échoues, si tu ne tiens pas les 3 minutes, tu travailleras gratuitement dans ma ferme. Pendant une année entière, tu nettoieras les écuries de tes propres mains. » Le sourire d'Eduardo était malveillant, anticipant le plaisir de voir le garçon humilié puis exploité. La foule qui s'était rassemblée pour le spectacle quotidien murmura, certains apitoyés par le sort du garçon, d'autres avec une curiosité morbide. Miguel, cependant, ne se laissa pas démonter. Il acquiesça simplement, ses yeux fixés sur le corral où Tormenta l'attendait, agité et méfiant. Le garçon n'apportait avec lui ni fouet, ni éperon, ni aucun instrument de domination. Ses mains étaient vides, et son corps maigre ne démontrait pas la force physique que tant d'autres avaient tenté d'imposer à l'animal. Il y avait une quiétude en lui, une absence d'agressivité qui intrigua même l'altier Eduardo Montero, qui se cala dans sa chaise, prêt pour le spectacle. À la surprise de tous, Miguel ne s'approcha pas du cheval avec l'intention de le monter immédiatement. Il entra lentement dans le corral, à pas hésitants, mais ferme. Au lieu d'acculer Tormenta ou d'essayer de le prendre au lasso, le garçon s'assit simplement sur le sol poussiéreux, à une distance respectueuse de l'animal. Il resta là, en silence pendant quelques instants, observant le cheval, permettant à Tormenta de l'observer aussi, de sentir sa présence calme et inoffensive. L'air crépitait de la tension de l'attente, mais Miguel semblait être dans son propre monde, un monde où seul lui et le cheval existaient. Puis, d'une voix basse et douce, presque un murmure, Miguel commença à parler. Ses paroles n'étaient pas des ordres, ni des tentatives de flatterie bon marché. C'étaient des fragments de sa propre vie, des morceaux de son histoire marqués par la douleur, l'abandon et la trahison. Il parla de la faim qui gargouillait dans son estomac, des nuits froides passées à la belle étoile, de la cruauté qu'il avait connue dans les rues. Il ne demandait rien au cheval, partageait seulement son fardeau, comme si Tormenta était un vieil ami, un confident silencieux capable de comprendre le langage universel de la souffrance. Tormenta, initialement, resta tendu, les oreilles dressées, humant l'air avec méfiance. Les muscles de son cou étaient raides, prêts à réagir à tout mouvement brusque. Mais la voix du garçon, chargée d'une sincérité désarmante, semblait traverser les barrières de sa peur. Lentement, presque imperceptiblement, le grand cheval noir commença à se détendre. Sa respiration agitée devint plus calme, et il fit un pas hésitant vers Miguel, puis un autre. La connexion n'était pas celle d'un maître et d'un animal, mais de 2 âmes blessées, se reconnaissant l'une l'autre. Miguel continua de parler, sa voix un baume pour les blessures invisibles du cheval. Il tendit la main lentement, non pour agripper, mais pour offrir. Tormenta hésita un instant, puis baissa la tête et frotta son museau contre la main tendue du garçon.
Un soupir collectif parcourut la foule. Eduardo Montero se pencha en avant, incrédule. Le garçon se leva alors doucement, et avec la même douceur qu'il parlait, il caressa l'encolure de l'animal, qui ne recula pas. Au contraire, Tormenta semblait accepter le contact, presque l'appeler de ses vœux. D'un mouvement fluide, qui ressemblait plus à un accord mutuel qu'à un acte de domination, Miguel se glissa sur le dos de Tormenta. Le cheval resta immobile, comme s'il avait attendu ce moment. Il n'y eut ni ruade, ni tentative de désarçonner le petit cavalier. Le garçon n'utilisa ni rêne ni selle, seulement l'équilibre de son corps et la confiance qu'il avait bâtie. Pendant 3 longues minutes, Miguel resta monté sur Tormenta, circulant doucement dans le corral, tandis que le cheval se déplaçait avec une docilité surprenante. Le pari était gagné. Lorsque le temps fut écoulé, Miguel descendit du cheval avec la même facilité qu'il l'avait monté. Tormenta resta à ses côtés, tranquille, frottant sa tête contre l'épaule du garçon. La foule explosa en applaudissements et en cris d'admiration, mais Eduardo Montero était livide. Son visage, auparavant amusé, était maintenant tordu par la colère et l'incrédulité. « Triche !» cria-t-il en se levant brusquement. « C'est de la sorcellerie! Personne ne dresse un animal comme ça! Je ne paie rien !» Sa voix était stridente, brisant l'atmosphère de triomphe qui s'était installée. Ramon, le contremaître d'Eduardo, un homme rude mais doté d'un sens de la justice propre, s'approcha de son patron. « Monsieur Montero, » dit-il d'une voix ferme, « le pari était clair. Le garçon a monté le cheval pendant le temps requis. Vous devez honorer votre parole. » Ricardo Mendoza, un ami fermier de Montero, qui assistait également à la scène, intervint avec plus de diplomatie, mais avec une égale fermeté. « Eduardo, nous avons tous vu, c'était juste. Payez au garçon ce qui lui est dû. Votre réputation est en jeu. » La pression des présents était palpable, et Montero, bien que furieux, réalisa qu'il était acculé. Avec un grognement de contrariété, Eduardo Montero ordonna qu'on aille chercher l'argent. Il jeta un lourd sac de pièces aux pieds de Miguel, le métal tintant avec mépris. « Voilà ton argent, gamin !» cracha-t-il. « Mais ne t'y trompe pas, Tormenta reste ma propriété. J'ai payé pour lui, et il reste à Eldorado. » Ses yeux brillaient d'une promesse de vengeance, une indication claire que son humiliation ne serait pas oubliée facilement. Le millionnaire ne supportait pas l'idée d'avoir été surpassé, surtout par un enfant des rues. Miguel, cependant, regarda le sac d'argent, puis Tormenta, qui l'observait de ses yeux maintenant doux. À la surprise de tous, le garçon repoussa l'argent du pied. « Je ne veux pas de l'argent, monsieur, » dit Miguel, sa voix claire et ferme, résonnant dans le silence qui s'était installé. « Je veux seulement le cheval. Tormenta m'a fait confiance. Cette confiance n'a pas de prix. » L'audace du garçon laissa Eduardo momentanément sans voix, une occurrence rare. La foule murmura de nouveau, cette fois avec une admiration encore plus grande pour le courage et l'intégrité du gamin. Puis, avec une sagesse qui démentait son jeune âge, Miguel proposa un nouveau pari. « Si vous êtes si sûr que Tormenta est à vous, alors laissons-le décider, » dit le garçon. « Vous vous mettez d'un côté du corral et moi de l'autre. Nous l'appellerons. Celui avec qui Tormenta choisira de rester, cette personne sera son véritable propriétaire. Sans argent en jeu, juste le choix du cheval. » La proposition était simple mais chargée d'un symbolisme puissant. Elle plaçait la décision finale entre les sabots, ou plutôt dans le cœur même de l'animal. Eduardo Montero, aveuglé par son arrogance et confiant en sa prétendue autorité sur tout ce qu'il possédait, accepta le défi avec un sourire dédaigneux. « Très bien, morveux insolent. Nous verrons qui cet animal reconnaît vraiment comme son maître. » Il se positionna à une extrémité du corral, la posture raide, le menton levé, comme si sa simple présence suffisait à commander la loyauté du cheval. Miguel, de son côté, se dirigea vers l'extrémité opposée, son visage calme, mais avec un espoir vibrant dans les yeux. La tension était presque insupportable. « Tormenta !» clama Eduardo, sa voix un commandement rauque, s'attendant à ce que le cheval vienne trotter dans sa direction comme un serviteur obéissant.
Le cheval noir leva la tête, regarda le millionnaire un instant, mais resta immobile, ses oreilles bougeant, légèrement, captant les sons alentour. Il n'y eut aucune reconnaissance, aucun signe de soumission. Juste une indifférence tranquille qui parut blesser encore plus l'orgueil de Montero, dont le visage commença à se tordre en une grimace d'impatience et de fureur croissante. Puis ce fut au tour de Miguel. Il ne cria pas, n'ordonna pas. Il dit simplement le nom du cheval, Tormenta, de la même voix douce et gentille qu'il avait utilisée auparavant, une voix qui parlait d'amitié et de compréhension. Le grand animal tourna la tête en direction du garçon. Ses yeux rencontrèrent ceux de Miguel, et pendant un moment, il sembla y avoir une communication silencieuse entre eux. Puis, sans la moindre hésitation, Tormenta commença à marcher. Il ne courut pas, ne trotta pas. Il marcha d'un pas ferme et délibéré, traversant le corral, passant droit devant Eduardo Montero, et s'arrêta à côté de Miguel, frottant sa tête contre l'épaule du gamin. La défaite d'Eduardo Montero fut publique et écrasante. Le silence initial de la foule fit place à un murmure d'approbation, puis à des applaudissements contenus mais significatifs. Le millionnaire était blême de rage, les poings serrés. Il regarda Miguel et Tormenta, une promesse sombre dans les yeux. « Ça ne se termine pas ici, gamin !» siffla-t-il, la voix chargée de venin. « Tu vas le regretter !» Se tournant vers son contremaître, Ramon, il ordonna à voix basse mais audible, « Je veux que tu enquêtes sur ce garçon. Découvre tout sur lui. » La menace planait dans l'air, sinistre et réelle. Miguel, désormais officiellement propriétaire de Tormenta, ressentit un mélange de joie et d'appréhension. La victoire était douce, mais les paroles de Montero résonnaient dans son esprit. Il monta sur Tormenta, cette fois sentant le poids de la responsabilité. Ensemble, le garçon et le cheval quittèrent la ferme El Dorado, se dirigeant vers le petit village de San Rafael. La principale préoccupation de Miguel était de savoir comment il prendrait soin d'un animal aussi magnifique sans ressources, sans toit pour lui-même, encore moins une écurie pour son nouvel ami. La liberté fraîchement acquise s'accompagnait de défis immédiats. En arrivant à San Rafael, un village poussiéreux mais accueillant, Miguel fut reconnu par Doña Carmela, une vieille commerçante au cœur généreux, qui l'avait déjà aidé avec quelques miettes en d'autres occasions. Elle écouta l'histoire du garçon avec étonnement et admiration. Connaissant le besoin de Miguel, Doña Carmela le conduisit à travers les rues étroites jusqu'à la forge de Rafael Jiménez. Rafael était un homme de peu de mots, veuf et avec une tristesse éternelle dans les yeux, mais connu dans le village pour sa droiture et son bon cœur. Sa vie était dédiée au feu de la forge et à la mémoire de sa défunte épouse. Rafael écouta l'histoire de Miguel et de Tormenta, observant le garçon et le cheval avec une intensité silencieuse. Il vit la connexion entre les deux, la confiance mutuelle qui irradiait d'eux. Peut-être vit-il en Miguel un reflet de sa propre solitude. Ou peut-être le courage du garçon toucha-t-il une corde sensible dans son cœur, endurci par la perte. « J'ai une écurie vide au fond, » dit Rafael, sa voix grave brisant le silence. « Et une petite chambre au fond de la maison. Elle peut être pour Tormenta et pour toi. En échange, tu travailleras pour moi à la forge. Tu apprendras le métier et les soins corrects à apporter aux chevaux. » Les yeux de Miguel brillèrent, d'une gratitude immense. C'était plus qu'il n'avait osé rêver. Un foyer, du travail, la chance d'apprendre un métier et, le plus important, un endroit sûr pour Tormenta. « Oui, monsieur, j'accepte de tout mon cœur !» s'exclama le garçon, la voix étranglée par l'émotion. Ainsi commença une nouvelle vie pour Miguel. Il se consacra au travail de la forge avec ardeur et enthousiasme, apprenant rapidement les secrets du métal et du feu sous la tutelle patiente de Rafael. Et, tous les jours, il s'occupait de Tormenta avec une affection que seule la véritable amitié peut inspirer. La nouvelle de l'exploit de Miguel et du choix de Tormenta se répandit à travers San Rafael et les environs comme un conte populaire. Le garçon des rues, qui avait dompté le cheval indomptable et défié le puissant Eduardo Montero, devint une petite célébrité locale, un symbole d'espoir et de courage pour les humbles. Les gens le saluaient dans la rue,
offrait des fruits à Tormenta et écoutait avec admiration les histoires qui commençaient à circuler sur sa connexion spéciale avec l'animal. Mais l'ombre de Montero planait toujours, et la tranquillité fraîchement trouvée n'était pas destinée à durer longtemps. Eduardo Montero n'était pas homme à accepter la défaite. Son orgueil blessé criait vengeance. Il envoya Gustavo Ordóñez, le contremaître de son ami Ricardo Mendoza, un homme connu pour sa ruse et son manque de scrupules, pour tenter d'acheter Tormenta. Ordóñez aborda Miguel avec une offre alléchante de 75 000 $. Le garçon, cependant, refusa fermement. « La confiance de Tormenta n'est pas à vendre », répondit Miguel, sa loyauté envers le cheval inébranlable. Ordóñez, ne s'avouant pas vaincu, augmenta l'offre à 100 000 $, une fortune inimaginable pour le gamin. La réponse de Miguel fut la même, un non serein mais inflexible. L'intégrité du garçon était une forteresse impénétrable. Quelques jours plus tard, la tactique de Montero passa de la persuasion à l'intimidation. Des hommes à l'allure rude, clairement des hommes de main du millionnaire, apparurent à la forge. Ils firent une offre finale et absurde de 200 000 $ pour Tormenta. Devant le refus calme mais déterminé de Miguel, les hommes abandonnèrent toute prétention de négociation et proférèrent des menaces voilées, laissant clairement entendre que Montero ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré le cheval, de gré ou de force. Cette nuit-là, assis à la lueur vacillante d'une lanterne, Raphaël révéla à Miguel un peu plus sur le sombre passé d'Eduardo Montero. Cet homme, Miguel, commença Raphaël, la voix chargée d'une ancienne amertume, a bâti sa fortune sur le malheur des autres. Il a dépouillé de nombreuses familles de leurs terres, de leurs biens. Mon propre père fut l'une de ses victimes. Il a tout perdu à cause de la cupidité de Montero. La révélation expliquait l'admiration silencieuse des gens de San Rafael pour le défi de Miguel. Le garçon avait fait ce que beaucoup auraient aimé faire, mais n'osaient pas. La communauté de San Rafael, consciente des menaces et craignant les représailles de Montero, se serra les coudes autour de Miguel et de Tormenta. Il savait que le millionnaire était capable de tout pour satisfaire ses désirs et laver son honneur entaché. Menés par Raphaël et quelques anciens du village, ils organisèrent des veillées nocturnes. Des hommes se relayaient pour garder la forge et l'écurie, armés de vieux fusils et de machettes, déterminés à protéger le garçon et son cheval, qui étaient devenus un symbole de leur propre résistance silencieuse contre l'oppression. Leurs inquiétudes se concrétisèrent par une nuit sombre et sans lune. 2 silhouettes furtives, des voleurs envoyés par Montero, tentèrent de s'introduire dans l'écurie pour voler Tormenta. Le cheval, sentant le danger, commença à s'agiter, alertant Miguel, qui dormait dans sa petite chambre au fond. Le garçon, bien qu'effrayé, n'hésita pas. Il attrapa un tisonnier de la forge et affronta les intrus avec une bravoure surprenante. « Laissez Tormenta tranquille !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le calme de la nuit, plus pleine de courage que de peur. Le bruit alerta Raphaël, qui sortit de sa maison avec un lourd marteau de forgeron à la main. Peu après, d'autres villageois, qui étaient de veille dans les environs, accoururent sur les lieux, armés et criant. Les voleurs, surpris par la réaction rapide et dépassés en nombre, n'eurent d'autre choix que de fuir les mains vides, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Tormenta était en sécurité, mais l'incident montra clairement que Montero n'abandonnerait pas facilement et que la violence était un outil qu'il n'hésitait pas à utiliser. Le lendemain, l'indignation s'empara des habitants de San Rafael. La nouvelle de la tentative de vol et de la bravoure de Miguel se répandit rapidement. Une foule se rassembla devant la forge, non plus en silence, mais exprimant ouvertement son soutien à Miguel et sa révolte contre les tactiques lâches d'Eduardo Montero. Ils déclarèrent qu'ils ne permettraient pas que le millionnaire intimide le garçon ou emmène le cheval. La solidarité de la communauté était une muraille grandissante autour de Miguel et Tormenta. La réponse d'Eduardo Montero ne se fit pas attendre. Il arriva personnellement à San Rafael,
son luxueux pick-up soulevant la poussière dans la rue principale, accompagné de Ricardo Mendoza, qui semblait mal à l'aise avec la situation, et de plusieurs gardes du corps à l'apparence intimidante. Montero était déterminé à emmener Tormenta, cette fois alléguant que le pari avait été manipulé et qu'il possédait les documents légaux prouvant sa propriété sur l'animal. Son arrogance était palpable, et il espérait que sa simple présence et l'étalage de force intimideraient la population locale. Mais les gens de San Rafael ne se laissèrent pas intimider. Lorsque Montero et ses hommes s'approchèrent de la forge, ils trouvèrent une barrière humaine formée par les habitants. Hommes, femmes et même des enfants plus âgés étaient là, bras dessus, bras dessous, leurs visages exprimant une détermination silencieuse mais inébranlable. La tension dans l'air était palpable, une confrontation semblait imminente. Montero vociférait, menaçait, brandissait les papiers, mais la muraille humaine ne céda pas d'un pouce. Il protégeait non seulement un garçon et un cheval, mais leur propre dignité. Ricardo Mendoza, réalisant que la situation pouvait dégénérer en un conflit violent et préjudiciable à la réputation de toutes les personnes impliquées, conseilla à Montero de reculer. « Eduardo, dit-il à voix basse, tu ne réussiras pas à emmener le cheval par la force sans provoquer une émeute encore plus grande. Cela se retournera contre toi. Utilise la loi si tu es si sûr de tes droits. » Montero, furieux d'être à nouveau contrarié, mais reconnaissant la vérité dans les paroles de son ami, céda à contre-cœur. « Très bien, gronda-t-il à la foule. Mais ce n'est pas fini. J'utiliserai la loi pour récupérer ce qui m'appartient. Vous allez voir. » Préoccupés par la menace légale de Montero, les habitants de San Rafael se réunirent de nouveau, cette fois dans la petite église du village, sous la direction de Rafael Jiménez et du charismatique curé local, Don Felipe. Ils savaient que Montero avait l'argent et l'influence nécessaires pour manipuler la justice en sa faveur. C'est alors que Sébastien, un ancien militaire qui vivait dans le village et était connu pour sa ruse, suggéra de contacter son cousin, Javier Soto, un jeune avocat idéaliste qui travaillait dans la capitale et avait la réputation de défendre des causes justes. Javier Soto arriva à San Rafael quelques jours plus tard, un jeune homme au regard perspicace et à l'énergie contagieuse. Il écouta attentivement toute l'histoire, depuis le pari initial jusqu'aux menaces et à la tentative de vol. Il analysa les documents de propriété que Montero présenterait certainement. « La situation est délicate », expliqua Javier. « Montero possède les titres de propriété originaux et cela pèse lourd devant la loi. Cependant, il y a une chance si nous parvenons à prouver qu'il a publiquement renoncé à la propriété par le biais des paris, en particulier le second, et si nous avons des témoins impartiaux prêts à déposer. » Miguel, qui écoutait tout avec attention, se souvint de l'attitude de Ricardo Mendoza lors des paris. « Monsieur Mendoza, dit le garçon, l'ami de Monsieur Montero. Il était là. Il a insisté pour que Monsieur Montero paie le premier pari. Il m'a semblé être un homme juste, bien qu'il soit son ami. » Ce souvenir alluma une petite lueur d'espoir. Javier Soto convint que le témoignage de Mendoza pourrait être crucial s'il était disposé à aller à l'encontre des intérêts de son puissant ami. C'était un pari risqué, mais qui valait la peine d'être tenté. La communauté de San Rafael se mobilisa avec une énergie renouvelée. Sous la direction de Javier, ils commencèrent à recueillir des déclarations sous serment de tous ceux qui avaient été témoins des paris, du choix de Tormenta et du comportement de Montero. Don Felipe utilisa son influence pour obtenir le soutien de personnalités respectées dans la région. Chaque petit effort était une brique dans la construction de la défense de Miguel. L'affaire fut portée devant le juge Hernán Ortega, un magistrat connu dans toute la circonscription pour son intégrité inébranlable et son sens aigu de la justice. Un homme qui ne cédait pas aux pressions extérieures. L'audience fut fixée et le petit tribunal de la ville était bondé. D'un côté, Eduardo Montero, avec son avocat cher et arrogant, présentant les impeccables documents de propriété de Tormenta. De l'autre, Miguel, aux côtés de Javier Soto, Rafael Jiménez et plusieurs habitants de San Rafael, venus offrir leur soutien silencieux.
L'avocat de Montero plaida avec éloquence sur le droit sacré de la propriété, dépeignant Miguel comme un opportuniste qui avait profité d'une situation. La tension était palpable, et l'avenir de Tormenta était en jeu. Javier Soto, à son tour de parole, ne se concentra pas uniquement sur les aspects légaux. Il raconta l'histoire de la connexion entre Miguel et Tormenta, l'empathie qui avait uni le garçon au cheval. Il présenta les témoignages sur les paris, arguant que Montero avait, de fait, mis la propriété du cheval en jeu et perdu. Il parla du bien-être de Tormenta avec Miguel, contrastant avec le destin cruel qui l'attendait sous la possession de Montero. Enfin, Miguel fut appelé à parler. Avec une simplicité émouvante, il décrivit son amour pour Tormenta et demanda au juge de considérer ce qui était véritablement juste pour l'animal, pas seulement pour les hommes. Alors que tous les arguments semblaient avoir été présentés, une figure inattendue demanda à témoigner Ricardo Mendoza. Il y eut un murmure dans le tribunal. Mendoza s'avança jusqu'à la barre, le visage sérieux. À la surprise de Montero, il confirma la version de Miguel concernant les deux paris. Plus que cela, il présenta un document. Après le second pari, déclara Mendoza, prévoyant qu'Eduardo pourrait tenter de se rétracter, je lui ai fait signer ce papier. Il détaille les conditions du pari du choix et en reconnaît le résultat. Il est ici, signé de sa main. Le document était une bombe. L'avocat de Montero protesta, mais le juge Ortega examina le papier avec attention. C'était la preuve irréfutable dont Javier Soto avait besoin. Devant la nouvelle preuve, claire et signée par Montero lui-même, et considérant tous les témoignages, en particulier celui de Ricardo Mendoza, qui avait risqué une amitié puissante au nom de la vérité, le juge Hernán Ortega n'hésita pas. Il frappa le marteau avec fermeté. Considérant toutes les preuves et tous les témoignages, annonça le juge, je déclare que Miguel est le propriétaire légal et légitime du cheval Tormenta. Un cri de joie explosa dans le tribunal, venant du cortège de San Rafael. Eduardo Montero resta pétrifié, son arrogance finalement écrasée par le poids de la justice. Il se retira du tribunal en silence, un homme vaincu, son nombre de pouvoir diminué. La communauté de San Rafael célébra la victoire non seulement de Miguel, mais de la justice sur l'arrogance, de l'empathie sur la cruauté. C'était la preuve que, même contre les plus puissants, l'union et la vérité pouvaient prévaloir. Miguel et Tormenta étaient enfin libres de vivre leur vie en paix sans l'ombre de la menace de Montero. Le lien indéfectible entre le garçon et le cheval devint une légende à San Rafael et au-delà, un symbole durable de liberté, de compréhension mutuelle et de l'extraordinaire capacité de connexion qui peut surgir lorsque l'empathie surpasse la force brute. Le parcours de Miguel, de garçon des rues à gardien de Tormenta, changea sa vie à jamais, lui apprenant, ainsi qu'à tous ceux qui l'entouraient, que la vraie valeur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans le courage, la loyauté et le respect de toutes les formes de vie. La vie de Miguel à San Rafael s'épanouit. Sous la tutelle de Rafael, il devint non seulement un apprenti forgeron habile, mais aussi un jeune homme respecté pour sa sagesse et sa compassion. Tormenta, de son côté, ne connut plus jamais la cruauté, seulement les soins doux de Miguel et l'affection des habitants du village. Ils passaient des heures ensemble, chevauchant à travers les champs ouverts qui entouraient San Rafael, le vent dans leurs cheveux, libres et contents. Leur histoire servit de phare, inspirant d'autres à rechercher la justice et à valoriser les liens qui transcendent les différences. Eduardo Montero, d'autre part, vit sa réputation entachée par l'humiliation publique. Bien que sa richesse restât intacte, son pouvoir sur les gens diminua. Beaucoup de ceux qui le craignaient auparavant le voyaient maintenant comme un homme qui avait été vaincu par la simplicité et la vérité d'un garçon. La ferme Eldorado, autrefois symbole de son pouvoir, semblait maintenant un peu plus vide, un rappel constant de son arrogance et de la leçon qu'il avait refusé d'apprendre sur la véritable signification de la possession et du respect. Rafael Jiménez trouva en Miguel le fils qu'il n'avait jamais eu, et la joie réchauffa de nouveau son cœur, autrefois marqué par la solitude. La forge devint un lieu plus vivant, rempli des rires du garçon,
et des hennissements satisfaits de Tormenta. Don Felipe citait fréquemment l'histoire de Miguel et Tormenta dans ses sermons comme un exemple de la force de l'esprit humain et de l'intervention de la providence divine en faveur des justes. Et Ricardo Mendoza, bien qu'ayant perdu l'amitié de Montero, gagna le respect de toute une communauté et la paix de sa propre conscience. La transformation de Miguel fut la plus profonde. Le garçon des rues, autrefois invisible et sans défense, trouva un but, une famille et un ami inséparables. Il apprit que la vraie force n'est pas de dominer, mais de comprendre, non pas de posséder, mais de partager. La leçon de Tormenta, que la confiance doit être gagnée et non imposée, devint le fondement de sa vie. Et ainsi, l'histoire d'un garçon et de son cheval résonna à travers les terres, une ballade sur le courage, l'empathie et la victoire du bien sur l'arrogance, une preuve que même le plus humble peut changer le monde par un acte de bonté.